Bonsoir, ce soir dans Lumière intérieure, nous avons la joie et l'honneur de recevoir un auteur, dessinateur et réalisateur, Riyad Sattouf. Bonsoir, Bonsoir. Riyad Sattouf. Vous êtes connu notamment pour L'Arabe du futur, pour Les Cahiers d'Esther, et aujourd'hui vous venez nous présenter un magnifique ouvrage illustré, Terre des hommes de... Pourquoi Saint-Exupéry ? Pour une raison finalement assez simple et intime, dans le sens où c'est le premier vrai livre de grand que j'ai lu quand j'étais ado. Ouais. Et bon, n'étant pas d'un milieu spécialement passionné par la littérature, enfin, voilà, personne ne lisait trop dans ma famille, je suis tombé sur ce livre par hasard. Et j'ai été très touché par ce qu'il racontait, par notamment le fait que c'était la première fois dans ma vie où je lisais un texte qui utilisait le « je » pour raconter une histoire. J'ai vécu ça, je vous parle de mes amis. Et ça m'avait profondément marqué et je l'ai relu sans cesse depuis. Tous les ans, je le relis comme un livre un peu doudou, vous voyez, les livres qu'on découvre à l'adolescence. Et donc voilà, j'ai toujours voulu rêver de faire des dessins pour Saint-Exupéry. Enfin voilà, je suis vraiment complètement amoureux de ces textes. Et en fait, il s'est avéré que je me suis rendu compte à un moment que j'étais devenu plus vieux que lui à sa mort. Et en fait, je me suis dit que je pouvais peut-être m'autoriser à essayer de... Avant, il vous intimidait. Voilà, il m'intimidait. Et puis aussi, il faut quand même dire la vérité, Bénédicte, c'est que je me suis rendu compte un jour que j'étais un peu un auteur à succès. Et donc, je pouvais demander la possibilité de le faire aux éditions Gallimard et qu'ils ne me diraient peut-être pas non. Et c'est ce qui s'est passé, ils étaient ravis. Voilà, tout à fait. Donc ça a du bon finalement, hein. D'être un auteur à succès. Vous me partagez que vous faisiez des trajets à moto. Il y a des bons côtés. Mais c'est vrai que voilà, c'était aussi une manière de... Comme j'ai beaucoup de jeunes lectrices, jeunes lecteurs, je me disais, ça pourrait être rigolo d'essayer d'en amener quelques-uns à lire ce texte que j'ai tant aimé quand j'étais jeune. Parce qu'ils n'iraient peut-être pas directement vers ce livre d'eux-mêmes. C'était une manière de lui rendre tout ce que j'y avais trouvé. Et vous avez lu Citadelle aussi ? Alors Citadelle, j'ai lu. Alors il est plus abstrait quand même. Ouais. Il n'est pas très facile. Mais hein. alors j'adorerais faire quelque chose avec Citadelle. Oui, tout à fait. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec Citadelle. Oui, c'est vrai. Surtout que justement, comme il n'y a pas l'aspect narratif de Terre des hommes, le lecteur est un peu plus. Il a peut-être plus besoin d'être accompagné. Alors il faudrait trouver peut-être une autre façon de l'illustrer, parce que comme c'est un livre qu'il n'avait pas terminé. Est-ce qu'il faudrait ne pas terminer les dessins ? Je ne sais pas, faut trouver Et là, vous avez réfléchi, si vous rencontrez Antoine de Saint-Exupéry, que vous lui montrez les dessins, ça doit être impressionnant ? C'est marrant que vous me posiez cette question, parce que c'était exactement l'attitude mentale dans laquelle je me suis mise quand j'ai fait le livre, parce que je me suis dit, mais voilà, on n'est pas du tout en 2025, je vais imaginer que je suis en 1939 et que c'est mon pote Saint-Exupéry, et on va faire le livre pour son édition française, avec des dessins. Et donc c'est vrai que j'ai demandé à Gallimard, j'étais un petit peu relou, mais bon, je suis un peu casse-pied comme auteur, enfin gentiment casse-pied, mais je leur ai demandé de reprendre exactement la maquette d'origine. Ouais. Vous verrez, c'est pas exactement les mêmes typographies que celles utilisées aujourd'hui. D'accord. Mais parce que je voulais vraiment qu'on ait l'impression que ça date de cette époque-là, et aussi créer aussi l'objet en entier. Et c'est réussi. Merci. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très important pour moi, le livre qui traîne dans une maison, dans une bibliothèque. Il faut... Alors, bon, il y a plusieurs attitudes face au livre. Il y a les gens qui s'en fichent un peu. On peut tout à fait lire en poche des petits livres très rapidement pour le texte lui-même. Moi, je trouve que, en tout cas, le rapport que j'ai depuis l'enfance avec les livres, c'est aussi des objets. Notamment en bande dessinée, ils sont souvent grands, où il y a des couleurs, des designs particuliers. Et, même l'odeur est importante. L'odeur, voilà. Ouais. Et c'est vrai que chaque fois que je fais un livre, je réfléchis à l'objet en tant que tel. Voilà. Alors peut-être que vous avez envie de nous partager, en tout cas nous on aimerait savoir, est-ce que vous avez toujours rêvé d'être dessinateur ? Quand vous étiez petit, c'était déjà quelque chose que vous aviez dans le cœur ? Tout à fait, oui. Très très tôt en fait, c'est arrivé dans ma vie, d'une manière assez simple. C'est que quand j'étais enfant, donc j'habitais dans un petit village en Syrie, à côté de Homs, qui s'appelle Termalé. Et donc j'ai raconté cette histoire dans ma série de l'Arabe du futur. Et en fait, c'était un village donc musulman, sunnite, et absolument personne ne lisait. Il n'y a pas de librairie du tout.
la lecture, même de récits illustrés ou de livres pour enfants, ça n'existait absolument pas. Et ma grand-mère bretonne m'envoyait des Tintins par la poste, qui mettaient des mois et des mois à arriver, parce qu'ils étaient filtrés par la censure, etc. Donc moi, j'ai appris à lire le français avec Hergé, avec Tintin. C'est dans Tintin que j'ai vu pour la première fois une île tropicale, la montagne, un avion, je sais pas. J'ai découvert le monde d'abord par le prisme de ces petites cases, et j'ai appris à lire le français grâce à ces petites cases. Et pour moi, c'était comme un phénomène naturel, disons, la bande dessinée. C'est-à-dire, ça ressemblait aux nuages ou à la terre ou aux arbres. Et en fait, un jour, j'ai demandé à ma mère, mais qui est le mot Hergé en haut? Elle m'a dit, mais c'est le monsieur qui fait les dessins. Et alors là, en fait, c'était une révélation, parce que c'était comme si on m'avait dit, tu peux créer les nuages, tu peux créer le... Comme c'est joli. Et donc voilà, ce jour-là, je me suis dit que c'était ce que j'allais faire de ma vie. Je ne sais pas si j'ai eu raison, mais en tout cas, ça a été un élément déclencheur. Et vous avez toujours poursuivi cet objectif? Oui. Toujours, vraiment toujours. De temps en temps, je me suis un petit peu découragé, peut-être, notamment quand j'étais à l'école, parce que... mais en même temps, bon, c'est normal. Disons que tout le monde me décourageait profondément de devenir auteur ou artiste, parce que c'est... Enfin, déjà, dans mon milieu, personne dans ma famille, ni breton, ni syrien, n'avait jamais eu la moindre prétention artistique. Donc il y avait une forme de transgression que de vouloir devenir artiste. Et à l'école, oui, les conseillères d'orientation me conseillaient vivement de faire autre chose. Mais c'est vrai que j'ai tenu bon et je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir faire d'autre, en fait, en vrai. C'était ça J'étais prêt à... D'ailleurs, je l'ai fait pendant des années, à travailler dans un tout petit appartement, essayer de placer mes dessins et de gagner un peu d'argent avec. Il y a la réaction de votre maman que vous racontez sur une émission de radio où elle dit tu crois que ça va intéresser quelqu'un quand vous écrivez l'arabe du futur? Oui, tout à fait. Donc il y a une sorte de surprise ou d'incrédulité. Est-ce que ton histoire va intéresser quelqu'un? Oui, alors c'est vrai aussi que c'était normal aussi qu'elle pense ça quelque part, parce que l'arabe du futur raconte l'histoire de ma famille, l'histoire de l'enlèvement de mon frère, qui a été le centre de la vie de ma famille pendant 20 ans. Et en fait, cette histoire n'a jamais intéressé personne dans la réalité. C'est-à-dire quand on essayait de se faire aider ou d'aller voir des gens pour essayer de récupérer ce frère enlevé en Syrie, personne n'était intéressé. Donc forcément, à partir du moment où je racontais cette histoire en livre, c'était légitime de penser que ça n'allait intéresser personne. Et donc évidemment, le succès a été tel qu'il y a quelque chose d'un peu magique et mystérieux qui s'est passé. Donc on peut dire quelque chose par l'art que dans la vie réelle, ça passe pas? Oui, certainement. J'ai peut-être sublimé quelque chose. Enfin, j'ai réussi à transmettre cette histoire ou à la partager avec le plus grand nombre. Donc c'était très rigolo comme expérience. Et d'ailleurs, souvent, on me dit mais est-ce que tu es croyant ou des trucs comme ça. En fait, moi, je relie ça au paranormal et je dirais que le grand événement paranormal de mon existence, c'est le succès de l'arabe du futur. Le fait qu'il y ait autant de gens qui viennent me voir dans les dédicaces, qui me demandent des nouvelles de ma mère, ils se sont attachés au personnage. Et ils ont l'air de faire partie de ma famille. Ce qui est très étrange, parce que pendant vraiment des années, personne n'en avait rien à secouer. C'est très rigolo, de mon point de vue, en tout cas, à observer. Et ça vous touche? Ah oui, c'est très touchant, oui, ça me fait très plaisir. Puis en même temps, c'est un petit peu rigolo, enfin... Étonnant, quoi. Étonnant, un petit peu tragicomique. C'est-à-dire, ça donne une certaine conscience de la réalité ou des rapports humains ou de la vie qui est marrante, quoi. C'est-à-dire, comment... Il y a un terme très précis pour ça. Ça enlève un peu de magie, mais ça en met d'autres aussi. Je ne sais pas comment... Et pourquoi est-ce qu'on vous demande souvent si vous êtes croyant? Comment se fait-il qu'on vous pose cette question? Bénédicte, à cause du fait que je m'appelle Riyad Al-Sattouf et qu'on se demande si je ne suis pas... Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Suis-je musulman? Suis-je catholique comme ma mamie? Donc c'est juste votre nom qui est intriguant. Oui, mon nom est intriguant. Et vos origines de bretonne et arabe qui intriguent. Oui, tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'en fait, je le dis assez souvent, mais on m'a souvent demandé, mais est-ce que vous vous sentez plutôt syrien, ou plutôt breton, ou plutôt arabe, français, plutôt
musulman, plutôt catholique. Et en fait, ce que j'ai j'ai toujours répondu, en fait, disons que comme on m'a posé cette question énormément quand j'étais enfant, notamment en Syrie, où les gens dans le village se demandaient qu'en fait, personne n'était de deux origines dans ce village. C'est-à-dire, j'étais le seul. Mon père était la seule personne, avec un autre gars peut-être, mais qui n'habitait plus là, mais qui avait épousé une étrangère. Donc j'étais forcément quelqu'un qui venait d'une autre dimension. Ouais. Donc on mettait en doute mon appartenance au groupe légitime. Ça, c'était pénible pour vous, parce que vous étiez toujours C'était assez un peu pénible, à côté. oui, c'était très très pénible. Oui, en fait, en vrai, c'était très pénible. Et en fait, quand j'étais en France, c'était pareil, parce que mon nom a déjà une sonorité comique, Satouf, c'est quand même, c'est pas directement marqué comme étant arabe, et Riyad non plus, c'est pas, enfin je m'appelais pas Mohamed, quoi. Donc en fait les gens ils savaient pas vraiment quel était ce prénom et ce nom bizarre, et donc on me posait souvent la question, oui, tout à fait. En fait, on n'arrivait pas à vous mettre dans une case, c'est ça qui tracassait les gens. Voilà, et je sais que très vite je me suis dit, mais en fait je vais appartenir à aucun des deux groupes, et je vais plutôt appartenir à ce peuple de gens qui écrivent des livres dans des hangars comme Saint-Exupéry au milieu du désert, ou voilà, cette espèce de peuple habité par l'envie de faire des histoires. Voilà. Je voulais vraiment rejoindre ce pays. Monde des histoires, qui fait rêver et qui sort un peu de ce ces pays cases. des écrivains, en fait. Voilà. Ouais. Alors, vous avez travaillé aussi pour Charlie Hebdo, avant les attentats ou pendant même? Non, avant. Juste avant. Donc vous avez vécu, j'imagine, cette période aussi d'une manière particulière? Alors, moi, disons que Charlie Hebdo, c'était enfin c'est toujours, mais à l'époque, c'était un journal où beaucoup de dessinateurs passaient et participaient. Moi, je faisais pas disons que je faisais pas partie de la rédaction. C'est-à-dire, j'allais pas aux conférences de rédaction, je faisais pas de dessin politique, je faisais une petite planche de bande dessinée hebdomadaire qui s'appelait La vie secrète des jeunes, dans laquelle je racontais des événements que j'avais vus dans la rue, qui mettaient en scène des jeunes qui s'engueulaient, qui se parlaient, ou des parents avec leurs enfants, etc. C'était un peu de la BD, de la bande dessinée d'observation. J'ai fait ça pendant 8 ans. J'envoyais ma page par Internet. Mais c'était un espace de liberté qui était hyper agréable. C'était un petit peu de la bande dessinée sur le vif. Et en même temps, je me disais que chaque événement, chaque discussion avait un sens, un peu comme dans une mise en scène. Vous voyez, on peut tout analyser sous le prisme d'une mise en scène. Donc j'essayais de faire ça avec la réalité ou les petits instants volés au réel. Et ça, c'était votre idée ou c'était leur commande? Non, c'était mon idée. Ouais. Justement, en fait, j'avais rencontré Cabu et Philippe Val, et ils recherchaient toujours des nouveaux auteurs, des nouveaux dessinateurs. Et donc, il m'avait proposé, il m'avait dit « Ah, mais tu devrais faire des dessins, Et moi, en fait, je suis nul en caricature. Enfin, je suis incapable de dessiner dessiner Donald Trump en train de faire des trucs, je suis très mauvais. En plus, j'ai essayé, enfin, je me suis déjà j'ai déjà tenté le truc, mais c'est une articulation de l'esprit que j'ai pas du tout. Moi, j'ai besoin des cases, j'ai besoin de raconter une histoire sur un temps long, un côté narratif, exactement. Donc, je leur ai proposé ça. Parce que quand même, je trouvais ça pas mal qu'ils me proposent. Je trouvais ça bien. Et donc, vous disiez qu'en fait, il y avait une forme de recul. Vous n'étiez pas dans la rédaction, et donc ces événements, Charlie Hebdo... ce que je dis ça parce que, en effet, je ne participais pas aux conférences de rédaction. Et quelques mois avant l'attentat, j'avais quitté le journal pour commencer une autre série de bandes dessinées qui s'appelait Les Cahiers d'Esther, dans le Nouvel Obs. Parce que j'en avais marre de faire La vie secrète des jeunes. En fait, pour vous dire la vérité, Bénédicte, j'avais arrêté de prendre les transports en commun à cette époque-là. Non pas pour prendre des taxis motos, mais pour me déplacer en vélo. Parce qu'en fait, la plupart des scénettes que je voyais dans La vie secrète des jeunes se passaient dans les transports en commun. Et à un moment, je m'étais dit, mais je ne vais pas passer ma vie... surtout que je vais acheter un vélo... et je vais faire du vélo dans Paris. Donc j'ai cessé de voir des interactions. Comme quoi les titres c'est le moment tiennent à peu de choses. C'est le moment de changer de fusil d'épaule. Et il y a eu Les Cahiers d'Esther qui avaient comme objectif aussi une jeune fille. C'était toujours la jeunesse. Oui, disons que lorsque j'ai arrêté La vie secrète des jeunes, j'étais fatigué par le rythme hebdomadaire parce qu'il fallait que je produise une page par semaine. Et puis à ce moment-là, en fait, le Nouvel Obs... par Mathieu Croissando, qui était à l'époque le rédacteur en chef, m'a proposé de faire une page hebdomadaire dans le journal. Et c'était pile à ce moment-là où j'ai également revu cette jeune fille qui était la fille d'un couple d'amis à moi,
qui avait 10 ans et qui était extrêmement volubile. Et je me suis dit, mais ce serait trop marrant de raconter toutes ces histoires, tout ce qu'elle me raconte sur la vie secrète des écoliers, etc., sur sa vision du monde, d'en faire des petites bandes dessinées. Et donc à chaque fois, vous l'interviewez avant? Oui, alors... Vous avez imaginé le personnage aussi? Non, alors j'ai créé quand même un personnage qui était différent de cette vraie jeune fille. Mais disons qu'elle était un petit peu mon agent secret. C'est-à-dire, elle me racontait... elle me livrait des produits, vous voyez. Moi, j'en faisais une recette. Vous voyez. Ouais, Elle me livrait ses bonnes histoires, etc. Et moi, je dissimulais les parfums et les trucs comme ça pour... C'est pour en marrant faire. pour elle, quelle aventure! Oui, et en même temps, honnêtement, son travail était quand même très limité. C'est-à-dire, ce qui fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a tenu si longtemps, on a réussi à faire 9 albums. Parce qu'en fait, vraiment, elle me donnait des embryons d'histoire et moi, je détricotais et j'en faisais une page. Mais c'est très rigolo à faire, ouais. Très bien. Alors Riyad Sattouf, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On a dû vous expliquer, vous allez avoir des mots. Oui, ça va, vous allez y arriver. Vous allez avoir des mots et ma voix dans l'oreille pour vous dire, à partir de ces mots, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager, de nous faire explorer. Voilà. Okay. Donc je pars et je reviens. Ah oui, d'accord, vous disparaissez. Je disparais. Ah oui, d'accord, ok. Et après, je reviens. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes dans Lumière intérieure sur KTO et nous recevons Riyad Sattouf. Alors le premier mot auquel nous avons pensé pour vous, c'est enfance. L'enfance, eh ben l'enfance, oui, c'est vrai que c'est un... J'ai envie de citer d'ailleurs la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait que... Je crois que c'est lui qui disait ça, il disait « Je suis de mon enfance comme on est d'un pays ». Et je suis assez d'accord avec cette vision de la chose. En tout cas, plus je vieillis, plus je me rends compte d'à quel point tout ce qui se passe dans ces années-là irrigue tout le reste de la vie, en fait, que ce soit en positif quand on a vécu des choses puissantes ou quand on parle des émotions de l'enfance ou des émerveillements de l'enfance ou des choses négatives, voilà, des traumatismes et des violences qu'on a pu subir. Ça a été très tôt quelque chose dont j'ai été conscient, je dirais. Et très rapidement, j'ai exploré est-ce qu'on peut dire que c'est un sujet? Mais en tout cas, je suis toujours revenu à l'enfance dans mes livres et dans mes bandes dessinées parce que je trouve que c'est une période passionnante. Parce que toutes les premières fois ou toutes les découvertes, c'est un petit peu comme d'ouvrir des paquets. Et à partir du moment où on a ouvert le paquet, ça commence déjà à s'affadir et à faner. Mais dans l'instant où on découvre la chose, on ressent des émotions puissantes, voilà. Et c'est vrai que l'enfance, pour moi, est un moment que j'aime beaucoup, vers lequel j'aime beaucoup revenir. Donc vous diriez qu'il y a une forme d'éblouissement de l'enfance ou d'émerveillement dont vous vous souvenez? Oui, et en même temps aussi une crudité, c'est-à-dire... j'ai toujours trouvé que la représentation de l'enfance qu'on pouvait avoir dans les livres pour enfants, par exemple, ou dans les récits ne correspondait pas à ce que j'avais moi-même expérimenté étant enfant. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne voulait pas raconter ou que j'avais l'impression qu'on ne voulait pas raconter aux enfants sur l'enfance elle-même qu'ils vivaient eux-mêmes, quoi. Et, par exemple, les enfants entre eux, quand il n'y a plus les adultes, ils ne se comportent pas du tout de la même façon. Il y a oui, il y a une violence de l'enfance aussi qui est intéressante à inclure, en tout cas, enfin, moi, ça m'intéressait d'inclure ça dans mes récits, c'est vrai. Oui, c'est pas un pays irénique. Très bon mot, Bénédicte, tout à fait. Je ne l'aurais pas employé, mais vous avez raison, tout à fait. Non, moi, Et puis, l'injustice de l'enfance aussi, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, si on commence à réfléchir à ça, il y a quelque chose d'extrêmement
désespérant de voir l'inégalité des enfants entre eux, ceux qui ont la chance de naître dans des pays, dans des... c'est un lieu commun terrible, mais la chance de naître dans des lieux privilégiés, préservés, et la majeure partie des enfants du monde qui naissent dans des lieux horribles, dans la violence, la guerre. Enfin, il y a quelque chose de désarmant quoi, dans l'enfance. Tout le monde passe par là, tous les pires dictateurs sont devenus sont partis de l'enfance. Je sais que j'avais été très marqué quand j'étais enfant quand j'étais ado par le récit de l'enfance de Saddam Hussein que m'avait fait mon père. Et ça m'avait marqué parce que Saddam Hussein, dans les années 90, c'était l'homme qui terrorisait la planète, qui était vraiment l'ennemi mondial numéro 1. Et en fait, il avait grandi dans un tout petit village qui s'appelait Tikrit. Et son père était mort très, très tôt. Et donc, en fait, comme il n'avait pas de père, il vivait avec sa mère dans ce petit village qui ressemblait un peu à Termalé, mais je pense encore plus rudimentaire. Comme il n'avait pas de père, les autres enfants le martyrisaient parce qu'un enfant sans père c'était pas respectable, quoi. Donc, il se faisait tabasser toute la journée. Enfin, je rigole, mais en fait, c'est pas du tout drôle. Il se faisait tabasser toute la journée et à un moment, justement, il a fui son village pour aller vivre chez son oncle maternel qui était à la ville, parce qu'en plus, son beau-père le tapait, etc. Enfin, vraiment une enfance horriblissime. Et donc, il a fait des études, il a fait de la politique, et puis un jour, il a fait un coup d'État en Irak, coup d'État extrêmement violent, d'ailleurs, où il y a une vidéo très, très connue où il fait exécuter la moitié du Parlement irakien pour trahison. Et en fait, mon père m'avait raconté cette anecdote qui m'avait fortement marqué. C'était qu'une de ses premières, actions, lorsqu'il est devenu maître de l'Irak, avait été d'envoyer des militaires dans son village de Tikrit et de retrouver les enfants qui l'avaient tabassé quand il était petit et il les avait fait exécuter. Pour se venger, incroyable. Tout à fait, il les avait fait exécuter. Comme quoi l'enfance pourchasse, marque à jamais, tout à fait. Il y a peut-être une chose aussi dans l'enfance, c'est qu'on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive souvent. On regarde et on ne sait pas mettre des mots. Est-ce que c'est ça aussi votre travail, dessiner et mettre des mots sur ce qu'un enfant contemple, regarde, mais ne sait pas tellement exprimer ? Oui, certainement. Alors c'est vrai que j'intellectualise pas... Enfin, disons que j'essaie de réfléchir le moins possible à la façon dont je fais les choses ou disons à la raison pour laquelle je les fais. Il y a une part d'inconscient psychologique important dans la fabrication d'une histoire. Je ne saurais pas quoi dire là-dessus. Disons que dessiner des enfants, c'est quelque chose de très difficile. C'est-à-dire, déjà, tous les enfants ne sont pas égaux par rapport au langage, et ils ne sont pas égaux par rapport à la maturité, ils ne sont pas égaux. Disons que c'est un petit peu comme des petits animaux qui, peu à peu, s'éveillent à la conscience. Et moi, je me rappelle très, très bien de mes premières... j'avais fait quelques mois de maternelle en France, et je me rappelle extrêmement bien que dans la cour... moi, j'étais déjà assez conscient, en fait. J'arrivais à faire des phrases, et j'arrivais à avoir une stabilité dans les pensées qui durait plus de 15 secondes. Mais il y avait des enfants qui étaient avec moi, qui étaient complètement encore dans le monde de l'inconscient. C'est-à-dire, ils disaient des phrases un peu incohérentes, comme dans un rêve, quoi. Et je crois que l'enfance aussi, c'est ça. On émerge d'un océan... de l'océan de l'inconscient et on se met à regarder le monde, quoi. Alors le deuxième mot, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais on peut peut-être le regarder davantage. Le deuxième mot, c'est violence. Oui, la violence, oui. C'est vrai que la violence est, comment dire, c'est constitutif de l'être humain, je crois, mais c'est aussi inscrit dans la vie de l'être humain. C'est-à-dire, on naît et on meurt, c'est extrêmement violent. Enfin, c'est vraiment un lieu commun que de dire ça, mais je suis obligé de le dire. C'est vrai que moi, j'ai des enfants, ils sont fascinés
par la violence en tant que telle. La violence à la télé, dans les films, la bagarre, etc. Les petits garçons, je ne sais pas, pourtant je ne les ai pas éduqués dans cet univers-là. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous ramène à notre animalité aussi. La nature, il n'y a pas plus violent que la nature. Ça n'est qu'une sorte d'immense violence profondément injuste dans tous les domaines, uniquement basés sur la sélection naturelle. Enfin voilà, l'être humain fuit la violence et quelque part lutte contre la nature et contre l'arbitraire de la nature. Et c'est vrai que j'ai souvent vu la violence, moi, un petit peu comme un maléfice qui se transmet d'humain en humain, de génération en génération, comme ça, notamment souvent quand on dit que, par exemple, ce qui est une réalité, mais les enfants battus donnent souvent des adultes qui battent. Alors pas tous, voilà, mais souvent les adultes qui battent leurs enfants ont généralement été des enfants battus. Et voilà, c'est comme une maladie qui se transmet comme ça. Et l'observer, la raconter, montrer comment elle est là, mais parfois sans qu'on la remarque, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans mes bandes dessinées, que j'ai fait notamment dans La vie secrète des jeunes. Voilà, parfois juste des paroles un peu légères d'un parent à un enfant, ils ne se rendent pas toujours compte de la transmission violente qu'ils sont en train de léguer à leur descendance. Et comment est-ce qu'on dresse cette violence en nous ? C'est une très bonne question. Eh bien, est-ce possible de la dresser ? Je ne suis pas sûr. Parce que la violence, ou on la retourne vers l'extérieur, ou on la retourne vers soi-même. Moi, je sais que personnellement, j'étais fasciné par la violence. Je l'ai mise dans mes dessins, par exemple. Il y avait un côté un peu... Exutoire, peut-être, catharsis. Voilà. Oui. Et c'est quelque chose qui est très fréquent chez les dessinatrices et les dessinateurs. D'ailleurs, je le vois même avec mon petit garçon qui, quand il voit un film qui est un peu avec de la bagarre, d'un seul coup, il prend un cahier et il commence à dessiner un monstre, comme s'il mettait sa peur ou ce qu'il avait ressenti à l'extérieur de lui. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'art. Enfin, dans l'histoire de l'art, c'est la catharsis absolue. Et ça vous a frappé, ça, quand vous observiez les jeunes dans leur rapport ? Parce qu'en effet, ça affleure dans votre livre, cette violence. Et ça vous a frappé en vous attristant ? Ou vous vous accommodez de cette violence ? Disons que si je disais que ça m'attristait, il y aurait un côté un peu moralisateur dans le fait de dire ça. Moi, j'avais plutôt un regard curieux, c'est-à-dire... à cette époque-là, je pense, je suivais une sorte de psychanalyse, et donc j'étais extrêmement aux aguets du sens que pouvait avoir chaque mot, chaque parole, chaque acte, voilà, parce que j'étais moi-même en train d'essayer d'analyser les choses que j'avais pu avoir, que j'avais pu vivre dans mon enfance. Et donc, j'observais ça, voilà, chez les jeunes que je pouvais croiser dans le métro ou dans le bus. Je sais pas, quelqu'un qui avait vraiment, par exemple, quelqu'un qui avait plein de piercings. Voilà, moi je partais du principe, j'essaie de le dessiner en imaginant, mais à la fois il a des piercings et en même temps, c'est quand même, il s'est fait une violence de se percer le corps. Pourquoi a-t-il fait ça, etc. Et puis, pourquoi est-ce qu'il met son nez comme ça l'empêche de respirer quelque part. Enfin, je sais pas, j'essayais de trouver de comprendre les gens à travers les manifestations de leur violence. Je ne sais pas si c'est... Si, c'est clair. Et du coup, ça nous évoque que pour dessiner, il faut beaucoup, beaucoup regarder. Oui, alors je pense que je suis très visuel, oui, en effet. Alors voilà, il y a des gens qui sont, je sais pas, sonores, ou les mouvements, moi je suis plus visuel, oui. Tout de suite, vous repérez le petit trait ? Oui, ouais, certainement, oui, tout à fait. C'est vrai, je pense que c'est une déformation de l'enfance, parce qu'en fait, voilà, quand j'étais enfant, je crois notamment quand j'habitais en Syrie, c'est ce que je racontais dans la préface, enfin dans la première histoire dessinée de La vie secrète des jeunes, mais en fait, comme je devais analyser assez rapidement, bon, beaucoup d'enfants font ça, hein, mais on doit analyser assez rapidement si tel ou tel individu ou tel groupe d'individus représente une menace à sa propre sécurité, et donc il faut être toujours un peu aux aguets et être extrêmement vigilant, et pour pouvoir éventuellement changer
changer de trajet pour éviter les personnes qui pourraient être nuisibles. Et je crois que j'en ai gardé une déformation professionnelle ensuite, donc j'observe beaucoup l'environnement, quoi. Et j'ai pas besoin, en fait, je suis bien meilleur en observation furtive, comme ça, en lançant des petits coups d'œil, qu'en regardant fixement. Voilà, je pense que c'est une autre mémoire qui se met en marche quand je fais ça. Et en tout cas, votre propre histoire est marquée par la violence. Vous avez parlé de l'enlèvement de votre frère. Et puis, vous racontez aussi ce départ brutal en Libye qui vous est imposé par votre père. Oui. Alors c'est vrai que voilà, je l'ai raconté parce que pendant des années, je l'ai mis dans mes bandes dessinées, dans La vie secrète des jeunes, dans Pascal Brutal, dans Les pauvres aventures de Jérémie, voilà, qui étaient des bandes dessinées que j'ai faites dans la première partie de ma vie d'auteur. Et on me disait souvent, mais c'est quand même des histoires hyper violentes et hyper trash, etc. Alors bien sûr, je mettais de l'humour et tout, mais il y avait quand même quelque chose de très agressif. Et donc à un moment, je me suis dit, mais c'est rigolo. J'emploie toujours ça, mais c'est pas de rigolo. Mais je me suis dit, ce serait marrant de raconter ma propre histoire, de la mettre en scène, de mettre en scène ma propre expérience avec la violence. Voilà. Donc je me suis lancé là-dedans, en effet, à partir dans l'Arabe du futur, pour raconter cette espèce de transmission de la violence qu'a tenté de faire mon père, en fait, qui était certainement une violence qu'il avait dû subir dans son enfance, comme Saddam Hussein, qui était son idole. Et il l'a transmise à ses enfants, tout à fait. Et est-ce qu'un jour on trouve la paix ? Oh, je pense que c'est possible. Alors, la paix, est-ce que c'est possible de trouver la paix ? Disons, un apaisement plutôt que la paix. La paix... Une pacification. Une pacification, certainement, oui. Mais est-ce possible de ne pas être violent ? Je ne pense pas. Je pense que la vie elle-même est violente. On est toujours en train de faire des violences sans discontinuer. Je suis tombé il y a quelque temps sur la vidéo d'un grand chef parisien qui disait qu'il avait supprimé la viande de ses menus et qu'il n'y avait plus aucune souffrance animale dans sa cuisine. Et puis c'était sur Instagram. Donc, parmi les commentaires, il y avait une consommatrice qui disait, une cliente qui disait « Quelle merveille que de manger une nourriture apaisée, etc. » Et je me suis souvenu que lors d'un voyage en Allemagne, j'avais rencontré une biochimiste ou une biologiste, je ne sais plus exactement quel était son métier, qui m'avait expliqué que, suivant les dernières recherches, les plantes ressentaient énormément de choses lorsqu'on arrachait des feuilles ou quand on les arrachait du sol, etc. Fait qu'il y avait vraiment une réaction de douleur, en fait, quelque part. Alors bien sûr, on ne les voit pas souffrir, mais que quand même, c'est arracher la vie et c'est tuer la vie. Donc en fait, je pense que c'est, hélas... Et elle m'a expliqué d'ailleurs qu'il y avait des courants végétaliens et un peu extrémistes, encore plus radicaux, qui ne mangeaient que les feuilles et les fruits tombés des plantes. Tombés. Voilà, c'est ça. Alors, ce troisième mot, c'est Saint-Exupéry aussi qui me l'a inspiré. Ce troisième mot, c'est vocation. Eh bien ça, c'est un mot qui est intéressant parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il peut signifier. Vocation... Ça vient du mot vocare, appeler ? Peut-être c'est l'idée de se sentir appelé à quelque chose ? Oui. C'est-à-dire, c'est un mot, en effet, que j'ai jamais ressenti une vocation. Vocation, c'est en effet, comme vous disiez, se sentir appelé, c'est-à-dire d'être un élu, par exemple, ou se sentir un peu... Une mission ? Une mission, voilà. Et ça, c'est un truc qui m'est complètement étranger. Moi, j'ai plutôt eu l'impression d'être un voyageur, enfin, de tenter de m'engager sur un chemin, mais que personne m'appelait, pour le coup. Non, j'ai jamais eu l'impression qu'on m'appelait. C'était à moi d'aller vers l'endroit où... Vous aviez le désir d'aller. Où j'avais le désir d'aller, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que je ne crois pas au destin ou... Je ne crois pas au don. Je sais que ma mamie bretonne, elle me disait tout le temps, tu as un don incroyable, tu as le don du dessin, tu as reçu le don. Mais je ne crois pas que... Enfin, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est des... Parce que recevoir un don, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui nous le donne. Oui. Et c'est ce quelqu'un qui vous pose une question. Oui, alors c'est ce quelqu'un, ou alors ça peut être la nature aussi. Par exemple, je ne sais pas, moi, on peut...
certains humains sont capables de sauter, 3 mètres, à une hauteur de 3 mètres sans aucun entraînement, et d'autres vont être incapables de faire un petit saut de 20 centimètres. Bon, c'est un don, c'est un don de la nature, un don génétique, une capacité génétique. Voilà, et moi je pense que le fait que je dessinais peut-être un peu mieux que la moyenne quand j'étais enfant venait certainement du fait que j'avais plus dessiné ou que je m'étais plus réfugié dans le dessin, voilà. Et la vocation, c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai pas vraiment de rapport avec ce mot. J'ai osé vous poser ce mot à cause de Saint-Exupéry et de Terre des Hommes, et j'avais envie de vous demander, parce que vous devez le connaître très très bien ce livre, comment vous compreniez cette phrase de Saint-Exupéry que je vais vous lire. Certes, dit-il, les vocations aident l'homme à se délivrer, mais il est également nécessaire de délivrer les vocations. Vous vous souvenez qu'il a écrit ça? Je vous promets, c'est lui. Hein. C'est hyper pointu. J'avais pas prévu de faire répondre à une interrogation écrite. Aussi intello. Non, mais ça m'intriguait parce que moi-même, je la comprenais pas très bien. Redites-la moi. Attendez, je me mais si c'est trop compliqué, non, pas du tout. Non, c'est pas compliqué. Certes, dit Saint-Exupéry, les vocations aident l'homme à se délivrer, mais il est également nécessaire de délivrer les vocations. Ouais. Moi, je comprends, les vocations aident l'homme à se délivrer. J'ai l'impression que chez Saint-Exupéry, ça veut dire il faut faire quelque chose pour les autres pour ne pas être un petit boutiquier. Il dit ça un peu, un petit boutiquier. Pour lui, c'est l'homme un peu raté qui fait la même chose toute la journée. Il faut donc sortir de soi pour trouver sa propre vocation. Vous le comprenez comme ça aussi ? Non, là, vous me posez une sacrée école parce que vocation... C'est ça qui vous parle pas. Oui, c'est un. Et alors j'aurais presque tendance à dire que je suis pas d'accord avec Saint-Exupéry. Ah oui, c'est intéressant justement. Ça m'intéresse. Mais après, je pense que quand on vient d'un univers extrêmement stérile ou extrêmement rude, extrêmement... On peut se sentir appelé, en effet, je pense, par quelque chose, pour fuir quelque chose. Par exemple, si je l'adapte à mon propre cas, le fait que j'étais dans ces familles avec énormément de problèmes et de gens qui vivaient des vies sans relief, vraiment, qui reproduisaient de génération en génération essayer d'échapper au traumatisme qui était transmis comme ça. J'aurais pu dire que j'avais la vocation de devenir auteur de BD, par exemple. C'est vrai qu'on pourrait dire ça dans le sens... C'est presque un truc un peu mégalomane de dire que je vais aller vers... je suis appelé à devenir ça. Mais sauf que si je n'y étais pas parvenu, qu'est-ce qu'on fait de la vocation ? C'est ça, c'est très difficile. C'est une fois qu'on a réussi à faire quelque chose. Dans le cadre de Saint-Exupéry, j'imagine il parle de ça aussi pour ses amis qui étaient pilotes, Mermoz et Guillaumet, qui ne vivaient que pour l'aventure. Pour accomplir ce rôle dans le monde. Voilà, ce rôle dans le monde. Mais si on pense à tous ceux qui n'ont pas réussi, tous ceux qui, quand ils racontent... La sélection des pilotes au début de Terre des Hommes, où c'est raconté dans le Mermoz de Kessel, où les mecs venaient, ils étaient sélectionnés, puis il y en avait plein qui n'étaient pas pris pour devenir pilote à l'Aéropostale. Ils avaient pourtant tous la vocation, mais en fait, il y en a plein qui n'ont jamais... Donc c'est pour ça que la vocation, j'aime pas tellement ce mot. Ah, bah alors vous lui direz, en lui présentant vos dessins, que ce mot-là, ça vous a pas... Moi, j'aurais dit se libérer de la vocation, libérer la vocation. Donc ça présage des grandes discussions entre lui et vous. Mais c'est une très bonne question, Bénédicte. Je vais réfléchir à ça. C'est vrai que Alors, je vais vous proposer le dernier mot. J'espère qu'il ne vous déplaira pas, celui-là, sinon je serais bien embêtée. Ce dernier mot, c'est soif. C'est un mot que j'adore, en effet. Je l'avais même mis dans le titre d'une de mes premières bandes dessinées. Et la soif, tout à fait. Ça, j'adore ce mot, en fait, en vrai. C'est vrai qu'il est... Je pense que quand on n'a plus soif, on se sent inutile, je ne sais pas. Je me rappelle
d'un passage dans Tintin qui m'avait extrêmement marqué et qui d'ailleurs, je pense, est un passage qui est directement inspiré de Saint-Exupéry, en fait, que Hergé a... C'est dans Le Crabe aux pinces d'or. Tintin et le capitaine Haddock sont dans un avion, un hydravion, et ils s'écrasent au milieu du Sahara. Et ils manquent de mourir de soif. Et je pense que Hergé a dû s'inspirer du crash d'Antoine de Saint-Exupéry et de son mécanicien dans le désert de Libye, qui avait fait les grands titres à l'époque pour faire ce passage, cette péripétie. Et il y a un an, donc, ils sont dans le Sahara, enfin ils se rendent compte qu'ils sont dans le Sahara, parce qu'ils montent en haut d'une dune et ils voient qu'il y a des dunes partout. Et le capitaine Haddock répète comme un mantra « le pays de la soif, le pays de la soif, le pays de la soif », en parlant du Sahara. Alors pour lui, c'est un double sens, parce que lui, en plus, il est alcoolique, donc c'est l'endroit où il ne pourra pas boire. Mais Et le pays de la soif, c'était aussi le titre, que j'ai piqué ce titre à Hergé, donc cette petite phrase, je l'avais donnée à ma deuxième bande dessinée en tant qu'auteur, qui s'appelait le deuxième tome des pauvres aventures de Jérémie. Je l'avais appelé le pays de la soif, parce que pour moi, c'était aussi le pays de la soif sentimentale, c'est-à-dire la solitude sentimentale, le fait d'être incapable de partager, de ressentir des émotions. C'est vraiment un mot que j'aime bien, parce qu'il est à la fois porteur de mort et porteur de vie aussi, parce qu'on peut avoir soif de savoir, soif de progrès, soif de connaissance, et en même temps mourir de soif. Saint-Exupéry le décrit très bien d'ailleurs. Il a la langue pâteuse, il commence à avoir des hallucinations. Oui, alors voilà, et bien sûr, le sens principal qui est le sens physique du rapport avec l'eau et à la dépendance de la nature aussi. On se croit autonome et on est prisonnier des fontaines, comme il dit. Bien sûr, oui. C'est un mot qui... Est-ce que c'est le propre de l'homme d'avoir soif d'eau, d'avoir besoin de cette vie terrestre, et puis d'avoir soif d'être aimé, comme vous décrivez, d'avoir soif de connaître, de savoir? Mais disons que le fait d'avoir toujours besoin de boire, c'est quand même la base de la vie de l'homme, puisqu'on ne peut pas survivre, on peut survivre sans manger pendant longtemps, enfin pendant plusieurs mois même, mais on ne peut pas survivre sans boire. En 3 jours, c'est terminé. Et c'est vrai que derrière ça, il y a aussi la condition, en effet, de l'être humain qui, dès qu'il s'arrête d'aller de l'avant et dès qu'il s'arrête de chercher sa propre subsistance, son propre... il meurt vraiment très, 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 très rapidement. Et je crois qu'il y a une phrase de Salman Rushdie aussi que j'adore qui dit « L'homme n'a pas de racines, il a des pieds ». Et je trouve que c'est un petit peu... racine, la soif, c'est un petit peu la même chose, mais il y a quelque chose qui pousse l'être humain à sortir toujours du confort, parce que le confort est quelque chose qui est très nuisible. La soif, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose, du coup on cherche encore, voilà. on crie, on ouvre ses portes pour trouver autre chose. C'est comme ça que quelqu'un comme Saint-Augustin, que vous connaissez sûrement, écrit dans ses confessions sa soif spirituelle, lui, plutôt comme vous décriviez tout à l'heure. Oui, et c'est vrai qu'aussi qu'il y a quelque chose de... comment dire, désarmant aussi, dans le sens qu'on n'épanchera jamais sa soif complètement de... Jamais on ne sera satisfait. C'est comme... on se remplira, on a beau se remplir de liquide, on aura toujours soif, on n'est qu'un passage. Et vous, l'auteur à succès, vous avez encore soif ? Ah oui, alors moi complètement. Et de plus en plus, en vieillissant. Et alors vous avez soif de quoi ? Alors j'ai soif de ne pas perdre de temps, et j'ai soif de faire des livres, j'avoue. Je me rends compte que chaque jour qui passe où je n'écris pas et où je ne dessine pas est un jour... je pense que j'ai un rapport au temps qui passe qui est quand même relié au dessin. Et si je ne m'accroche pas à ma feuille et à mon écriture
le temps passe et je ne me rends pas compte qu'il est passé. Je ne sais pas comment le dire. Parce que vous voulez à tout prix dire quelque chose. Oui, ou ralentir le temps, je dirais peut-être aussi. Ça, il paraît que pour le cerveau, ce qui se passe dans le cerveau, la durée entre l'âge de 5 ans et 10 ans, le ressenti du temps qui passe entre l'âge de 5 ans et 10 ans est le même que le ressenti pour le cerveau humain entre 45 ans et 80 ans. Oh. Et il paraît que c'est un... Désolé de vous dire ça, c'est déprimant, mais c'est à la fois psychologique et à la fois organique. C'est les connexions des neurones qui ne fonctionnent plus de la même façon que dans la petite enfance. Et donc vous avez soif du temps qui s'arrête, en fait. Vous avez soif du temps qui s'arrête. Ouais, j'ai envie d'arrêter le temps, de ralentir le plus possible. Et je n'ai pas trouvé de moyen plus efficace pour le ralentir que le dessin et le fait d'écrire. Donc vous avez peur de mourir? Ah oui, bien sûr. Non, j'ai pas du tout prévu de mourir, Bénédicte. Je n'ai absolument pas envie de mourir du tout. Ah non, no way. I'm not interested, thank you. Non. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, parce que vous savez qu'on est quand même sur KTO, vous nous attendez quand même au tournant. Ça m'a frappé, vous aimez ce mot soif, et vous savez que ce sont les derniers mots de Jésus de Nazareth sur la croix. La dernière chose qu'il dit, c'est « j'ai soif ». Mais c'est le pire sentiment humain. Moi, c'est un peu débile de dire ça après avoir parlé de Jésus. Mais je me rappelle tout à fait, lorsque j'étais un tout petit enfant, on était allé faire une promenade dans les champs avec mon père. Et il faisait une chaleur incroyable. Et en fait, il n'avait évidemment pas prévu d'eau du tout pour boire, parce qu'il c'était en Syrie. Il n'avait absolument pas de conscience de comment s'occuper d'un enfant, etc. Donc on était parti sur une balade de 3 heures. Et il faisait hyper chaud, j'avais pas de chapeau ni rien, et j'étais mort de soif. Et j'avais expérimenté à tel point qu'à un moment, je me rappelle, j'ai essayé de dessiner ça dans Terre des Hommes à la fin. C'est pas pour dire que j'ai expérimenté la soif comme lui l'a fait dans le désert, ce serait vraiment très prétentieux de dire ça. Mais là, ce passage, je me rappelle très très bien que la réalité commençait à se déformer et que j'avais les bords de ma vision qui devenaient rouges comme ça en arrivant. Je sais pas, je pense que je devais être complètement déshydraté, ça devait durer sur plusieurs jours. Bon, les enfants sont souvent déshydratés. Oui, c'est intéressant. Et c'est une... Donc au fond, Jésus de Nazareth dit quelque chose de très humain que vous avez déjà vécu. Tout à fait, mais justement, c'est la phrase de base de l'être humain. Je pense qu'on meurt de soif. Et vous pensez qu'il veut aussi bien dire « j'ai soif d'être aimé » ? Oui, c'est vrai que pour moi, la soif a ces deux sens. Donc sur la croix, il dit à la fois « j'ai soif parce que je suis un être humain » et « j'ai soif d'être aimé ». On peut l'analyser certainement comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il avait soif d'eau. De manière extrêmement concrète. Quand on est à bout, je pense qu'on se concentre sur son ressenti physique. Je me rappelle d'une fois, ça n'a aucun rapport avec la soif, j'en ai parlé avec un ami il y a quelques jours, je me promenais dans un chemin en Bretagne et j'ai mis la main, il y avait un champ comme ça juste à côté, et j'ai mis la main sur une barrière comme ça, un grillage qui était sur qui encerclait un champ. Et donc pile au moment où j'ai mis la main sur ce fil de fer, mon frère est arrivé derrière moi et m'a donné un énorme coup de marteau sur le crâne, derrière la tête comme ça. Et donc tout est devenu extrêmement noir, j'ai eu hyper mal, je suis tombé par terre. Et en fait, je me suis réveillé, je sais pas, quelques minutes plus tard, et quelques secondes plus tard, et je me suis tourné comme ça avec l'envie de me battre avec mon frère. Et en fait, c'était pas du tout mon frère, c'était le courant électrique du fil de fer qui m'avait complètement assommé, comme si j'étais une vache ou un mouton ou un cheval. Et je crois que c'est l'expérience la plus proche de la mort que j'ai dû expérimenter. Et j'ai pas... non, j'ai pas vraiment aimé. Je dirais pas ça.
j'ai pas ressenti de mystère ou de. D'appel. J'ai ressenti un truc extrêmement concret et physique, qui est que on se prend un coup et on doit pas comprendre ce qui nous arrive. Et c'est vrai que ce rapport au corps et au Oui, doit être la dernière chose qui demeure. qui demeure. Merci Riyad Satouf. Merci à vous. À tout de suite. Alors, vous avez survécu? J'ai survécu. Comment vous avez vécu cette expérience? C'était très étonnant, en effet, de parler. Non, c'est déstabilisant, oui, quand même. Ouais. Désagréable ou... Non, pas désagréable, non, non. Mais un peu Un déstabilisant. peu déstabilisant, c'est pas mal comme concept. C'est un bon concept. Parce que du coup, de ne pas avoir le visage permet de dire... Oui, en même temps, de réfléchir sur ces mots auxquels on ne s'attend pas. Oui. C'est un... Votre mot préféré, ça a été soif. soif. Et après, je pense que le fait que les mots soient écrits, c'est peut-être pas la même chose aussi que que peut-être juste les entendre. Est-ce que vous les gardez sous les yeux? Ouais, je les garde sous les yeux. Voilà, c'était le... J'aurais peut-être pas répondu les mêmes choses si j'avais Vous les avez juste juste entendu. Oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment marrant. Vocation, par exemple. Oui, ça vous a pas parlé. C'est vrai, ça m'a pas parlé du tout. Mais je pense peut-être tout simplement parce que vocation induit quelqu'un qui m'appelle. Oui, Et c'est que vrai. pour vous, aujourd'hui, c'est pas concret ça, quelqu'un qui vous appelle. Non. Enfin, disons que, moi je dirais que l'appel que je peux ressentir va être un appel de l'inconscient. C'est-à-dire, de temps en temps, les profondeurs psychologiques demandent des choses. Je ne sais pas comment... Ça peut faire peur de dire ça, mais Non, je comprends, comme un élan intérieur. Oui. Un truc qui vous pousse de l'intérieur, mais qui ne serait pas quelqu'un Disons d'autre. que si l'expérience la plus proche que je pourrais avoir de ce qu'on pourrait appeler la divinité ou Dieu ou pour moi, elle est dans l'aspect complètement inconscient qu'on a en nous et qui, en tout cas, moi je sais que dans mon cas, se manifeste assez régulièrement par, entre guillemets, des visions, dans les rêves, il y a des rêves très puissants qui dépassent la réalité et donc qui sont des formes d'appel, je dirais d'appel vers un autre monde. Vers un autre monde ou à regarder le monde de manière différente, quoi. Moi, je me rappelle très très bien d'un rêve que j'ai d'ailleurs dessiné dans les cahiers d'Esther. Je l'ai mis dans la bouche d'Esther, mais c'était un truc à moi, où je m'étais retrouvé au bord d'une plage, comme ça, il y avait un océan, et je savais que j'étais en train de rêver, donc je voyais cet océan, et j'étais conscient du rêve qui était je me disais, ouais, là, je suis en train de rêver. Et en fait, la mer était 100 fois plus belle que la vraie mer qu'on peut voir sur nos côtes, par exemple, ou même dans le Pacifique, etc. Et donc, à chaque fois que je vois un océan ou que je vois des vagues, et tout ça, je trouve ça magnifique. Il y a des choses, je me dis, mais c'est quand même beaucoup moins beau que le truc que j'avais vu. C'est étonnant. Qu'est-ce que j'ai bien pu voir? Et en fait, c'est une forme quand même d'appel, je dirais, vers un appel intérieur, de dire il faut se... Mais après la mort, pour vous, il y a quelque part un pays plus beau? J'ai de vastes théories sur la mort, Bénédicte. Il faudrait que vous vous réinvitez une deuxième fois. Exactement, on va faire une longue série d'émissions. J'aurais dû mettre le mot mort. Moi, j'ai le sentiment que... D'ailleurs, j'aimerais bien que finalement, il doit se passer quelque chose dans le cerveau, pile à l'instant où tout s'arrête, en rapport avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, le temps, est-ce que vous pouvez dire, penser, vous êtes jeune, vous avez encore une longue vie à vivre, j'espère pour vous, mais est-ce qu'on se dit qu'on a vraiment conscience du temps qui passe ou du temps qui ralentit ou qui accélère ou qui... Moi, je pense qu'à un moment, le temps doit s'arrêter dans le cerveau parce que c'est uniquement une perception et on doit vivre pour toujours, potentiellement, c'est possible, dans un instant éternel parce que le cerveau ne considère que le temps n'existe plus. Donc vous croyez à l'éternité?
Une forme d'éternité, je pense que c'est pas impossible que ce soit un... Donc c'est plutôt chouette. Oui, mais c'est chouette si on laisse le temps au cerveau de bien faire son processus, parce que si vous êtes pulvérisé dans l'explosion d'une navette spatiale, est-ce que le cerveau a vraiment... Je pense qu'il y a quelque chose de très concrètement physique, voilà, là-dedans. Par exemple, toutes les expériences de mort imminente, Oui. par exemple, dont on parle tout le temps, Oui. en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur ces sujets. Ça n'est jamais arrivé. C'est arrivé qu'il y a un arrêt cardiaque, que la personne fasse une impression de partir ou voit le grand tunnel dont on a souvent parlé, et revienne et ait vu des choses, des anges, etc. Ça n'est jamais arrivé qu'une personne vive une expérience de mort imminente après que le cerveau se soit éteint et rallumé. Le cerveau se rallume. Une fois qu'il est éteint, il ne se rallume pas. C'est ça le... Donc en fait, quand le cœur s'arrête, le cerveau doit dire « Ok, c'est terminus ». Il crée une vision. Moi, c'est ma théorie. Hein, il crée une vision en se disant « Ok, c'est fini, donc là, c'est le moment ». Donc il doit y avoir un processus naturel. Mais quand le cerveau s'arrête, personne n'est revenu. Donc mystère, the mystery. On terminera là-dessus, ce sera le mot de la fin. Mystère, merci. On verra, rendez-vous pour en parler là-haut. Voilà, tout à fait. Donc je rappelle votre actualité, Terre des Hommes, avec ces magnifiques illustrations. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com.